C'est le deuxième panel que j'anime et je suis ravi parce que hier il était 100% masculin. Cette fois-ci, nous avons vraiment la parité. Puis très bien, vous êtes bien organisés. Là, ça change et c'est une bonne nouvelle en vue de notre dîner de ce soir. Donc je ne suis pas Dominique, le journaliste qui n'est pas là, et donc au pied levé, Madou m'a demandé de le remplacer. Donc je ferai l'animateur et non l'intervenant, mais ça c'est toujours un plaisir. On va être ensemble jusqu'à 13h, donc je propose 50 minutes d'échange entre nous, 10 minutes après de questions-réponses, et je serai très respectueux de l'horaire, parce que pour le clin d'œil, BearingPoint accompagne la stratégie M-Paiement d'un opérateur télécom. Je ne vous donnerai pas son nom, mais regardez la couleur de ma cravate. Et je suis à Olivier de Serres à 14h pour la présentation de la stratégie de cet opérateur. Donc je serai parti à l'heure, et donc à 13h, ça sera la pause déjeuner, je vous confirme. Vous l'aurez, on va rattraper le retard. M-Banking, M-Paiement, crypto-monnaie, c'est des vrais sujets depuis des années. On a des acteurs qui sont très, très précoces dans ce domaine-là. Ce qu'on vous propose au cours de cette table ronde, c'est pas de faire les mêmes développements que dans toutes les confs où on parle des mêmes sujets, mais de faire des focus sur quelques sujets un peu différents de ceux qu'on aborde d'habitude. Je voudrais qu'on parle au cours de cette table ronde du cas du Maroc, parce que nous avons quand même quelques représentants qui connaissent bien le Maroc ici. Il se passe des choses assez innovantes et nouvelles au Maroc, et notamment la question de l'interopérabilité, qui est un vrai sujet de débat entre les opérateurs télécoms, les banques. Donc, on est entre nous, abordons les sujets. Je voudrais ensuite qu'on parle de la question des agrégateurs, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur ce marché. Qui sont les agrégateurs et comment vous vous positionnez par rapport à ces acteurs. Je voudrais aussi qu'on discute de la manière dont on fait du M-Paiement, du digital banking ou du M-Banking en Afrique, donc un peu l'usine de production. Et on verra que l'usine de production elle peut être aussi en Afrique, même quand ça ne concerne pas l'Afrique, donc c'est un sujet intéressant. Aborder aussi la question de tout ce qui est sécurité, biométrique et fraude, parce que ce sont aussi des sujets souvent qu'on oublie mais qui sont importants à traiter. Et puis enfin, toute la question des crypto-monnaies. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce qu'il y a un vrai sujet autour de ça? Donc je vais commencer par le premier thème, autour du Maroc. BearingPoint a eu le plaisir d'accompagner le Maroc dans le lancement de sa plateforme unique de paiement mobile. On ne peut pas dire que ça a été très simple. On verra les résultats, ça se lance. Mais je serais intéressé par avoir un peu votre vision de qu'est-ce qui se passe au Maroc et où est-ce qu'on en est, alors que le Maroc est le premier pays au monde à faire une plateforme interopérable en partant de zéro, ce qui est la spécificité. Justement, l'avis de Wafakash, dont je crois avoir entendu que vous aviez dit une fois à une conférence que vous étiez la première fintech au monde. Marocaine. Au monde, allez. Bon, allez, la première fintech. Voilà, quel est votre avis sur ce qui est en train de se passer dans votre beau pays? Alors je vous confirme, bonjour à tous, on a été la vraie première fintech marocaine, je précise, puisqu'on existe depuis 1991 et notre métier a été tout simplement de faire de la banque en dehors de la banque. Et donc on a assuré des services bancaires à l'époque qui étaient totalement gérés par la banque, en dehors de la banque, et on a offert des services à des clients et des non-clients de la banque pour les accompagner dans leur vie au quotidien. Maintenant, concernant l'interopérabilité, vous savez, au Maroc, on est assez compliqué. Et quand on essaie de faire quelque chose, on essaie de faire la chose la plus compliquée possible. Et donc, on a décidé de démarrer le mobile payment avec l'interopérabilité. Grand mal ou grand bien nous a pris. En tous les cas, ça nous a pris 2 ans sur la place marocaine pour y arriver. Et aujourd'hui, en fait, nous avons bien sûr les banquiers qui sont pas très bien actuellement parce qu'ils se posent beaucoup de questions. On est en train de rentrer sur leur plate-bande et on est en train de grignoter demain de la monétique, très certainement. Et vous avez à côté les établissements de paiement qui ont été agréés par la Banque centrale, qui a changé les textes de loi pour créer ces établissements de paiement. Et nous avons les telcos qui agissent avec une double casquette, puisque d'un côté, c'est des opérateurs telcos donc, qui nous apportent la technologie, et d'un autre côté, ils ont aussi créé des établissements de paiement pour pouvoir faire du mobile payment au Maroc. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes prêts, puisqu'il y a déjà, à l'heure où je vous parle, 8 opérateurs qui sont homologués pour l'interopérabilité. Et d'ici fin de mois, donc vraiment dans les prochains jours, nous allons lancer le marché du paiement avec le BABA qui est le transfert d'argent, mais pas que, puisque les opérateurs seront interconnectés et interopérables pour faire du paiement également entre eux.
Alors comme vous le savez, c'est le début, c'est super bien d'équiper des clients particuliers, mais le vrai challenge que nous avons aujourd'hui, c'est d'aller équiper les commerçants pour qu'on puisse accepter le paiement. Et donc les prochains mois, et je vous invite à venir nous voir et on partagera avec vous ce que nous sommes en train de faire, notre vrai challenge, c'est d'aller chercher ces commerçants qui doivent accepter que le client puisse payer par le téléphone et qui surtout doivent aussi accepter de rentrer, je dirais, dans un circuit qui est un peu plus formel que le cash avec lequel ils ont l'habitude. Je rappelle que le Maroc, c'est un pays où plus de 90% de nos transactions se font en cash. Donc imaginez le changement de mentalité que nous devons, je dirais, accompagner. La conduite du changement sera, à mon sens, la clé de voûte de la réussite de ce projet. Alors la question piège, est-ce que ça va marcher d'après vous? Ça marchera, c'est certain. Mais quand? Je ne sais pas, on verra. On n'est pas devin. Mais bon, quand je vois un petit peu en Europe comment ça se passe, je me dis ça marchera. Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Ça commence à marcher en Europe, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans nos pays. Vous savez, le Maroc est un pays où le taux de bancarisation est autour de 50%. Donc il y a encore des choses à faire. Robert, toi qui es quand même un des plus grands experts sur le sujet, quelle est ta vision alors, sur le cas marocain et plus précisément sur deux sujets qui sont les deux sujets un peu clés au Maroc, qui est un exemple. C'est effectivement comment embarquer les marchands dans cette histoire. C'est pas évident. On parle beaucoup de M-Pesa, mais M-Pesa, c'est encore beaucoup du transfert d'argent de peer-to-peer. Et deuxièmement, cette question d'interopérabilité. On voit le cas du Kenya, de la Tanzanie, du Pakistan, ça fait exploser l'usage. Mais les acteurs, qu'ils soient bancaires et télécoms, ils ont du mal à y aller. Donc sur ces deux questions, quelle est ta vision? Alors déjà pour parler du cas du Maroc, effectivement, la question se pose de savoir si les choses ont été faites dans le bon sens. Dans tous les pays où le service de paiement digitaux, maintenant on peut appeler ça comme ça parce qu'il n'y a pas que les opérateurs mobiles maintenant, de paiements digitaux ont connu un vrai succès, eh bien l'interopérabilité est toujours venue après que les services aient connu un niveau de masse critique et de succès commercial. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, je crois que c'est hier ou avant-hier que Orange vient d'annoncer un projet qui est Sofrecom, nous on a été à l'initiative de ce projet de montage d'une plateforme d'interopérabilité via une joint venture entre Orange et MTN sur l'ensemble de l'Afrique. Donc ça c'est et donc encore une fois dans le sens de l'histoire, c'est Orange, MTN puis d'autres opérateurs qui vont sans doute rejoindre ce projet ont lancé leur service en modèle fermé. En ayant un certain niveau de masse critique, ils s'interconnectent un peu à l'image du SMS d'il y a bien longtemps pour favoriser l'usage et développer tout un nombre de nouveaux services. Donc ça c'est un peu ce qui s'est fait et ce qui fonctionne bien. Et tu mentionnais le Pakistan, la Tanzanie ou tous ces autres pays où ça a été fait dans ce même sens et les chiffres ont bien prouvé que l'usage a été accéléré grâce à l'interopérabilité. Au Maroc, c'est quand même c'est un marché différent déjà de l'Afrique subsaharienne. Il faut bien noter tant sur le niveau de bancarisation que sur les usages, que tout un nombre de spécificités du Maroc qui font qu'il n'est pas anormal que les choses soient faites différemment. Ceci étant dit, on voit bien qu'aujourd'hui cette plateforme d'interopérabilité n'existe pas encore, que les opérateurs de mobile money qui quand même souvent sont les premiers entrants étant les opérateurs mobiles, n'ont pas encore lancé. Donc on voit bien que tout ça a quand même généré un petit peu de retard dans le lancement et c'est sans doute dommage parce qu'on voit bien tous les bénéfices socio-économiques qu'apportent ces services-là. Donc voilà, la question se pose. Moi, ma conviction personnelle, c'est qu'il faut plutôt d'abord démarrer les services et puis se connecter après parce que les acteurs qui lancent ces services-là dans un modèle fermé, ils trouvent beaucoup d'intérêts indirects, notamment, vous savez sans doute pour les opérateurs mobiles, sur les aspects de la fidélisation des clients. Et donc ça leur permet d'investir beaucoup plus, ça leur permet de faire du marketing, de développer leur base client. Et dans un modèle interopérable, ils y trouveront peut-être moins leur compte dès le début. Donc ça aura peut-être des impacts aussi sur l'engagement des acteurs sur ces services-là. Voilà. Je vais quand même apporter une petite précision. Ce n'est pas parce qu'on parle de mobile payment qu'il faut que les opérateurs mobiles soient présents. Je suis désolée. C'est d'abord un métier financier avant d'être un métier telco.
Et donc, il est important qu'on comprenne que le mobile payment, le téléphone n'est qu'un outil pour faire du paiement. La finalité, c'est l'inclusion financière. La finalité n'a jamais été de dire « je vais travailler dans un écosystème fermé ». Moi, franchement, les opérateurs telco qui travaillent dans des écosystèmes fermés, pour moi, ça me dérange énormément. D'abord, c'est qu'ils ne sont pas rassurés, d'un côté, parce que peut-être que l'écosystème autour d'eux les dérange. Et donc, ces opérateurs-là, au contraire, ils ont tout à gagner à réellement aller vers cette ouverture et cette interopérabilité. C'est comme ça qu'on pourra accompagner le citoyen, parce que, in fine, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est que le citoyen s'adapte à son marché, s'adapte à l'évolution du marché et qu'il puisse utiliser de nouveaux outils pour payer et pour vivre et qu'on lui facilite la vie. Voilà, c'est un peu le point de vue de la financière. Même. Je pense que c'est un vrai débat. Tu veux répondre? Vas-y. Non, mais je veux répondre rapidement. Évidemment que l'objectif final, c'est l'inclusion financière. Mon point, c'est juste de dire que les opérateurs de mobile money, aujourd'hui, sur les 500 ou 600 millions de clients de mobile money en Afrique, il y en a 95% qui sont des clients d'opérateurs mobiles, avec des services donc gérés par des opérateurs mobiles. Donc ils ont eu un rôle clé dans l'inclusion financière, et c'est grâce à eux que les infrastructures de paiement digital aujourd'hui existent. Et donc, j'entends tout ça ce que vous dites, c'est pas le but final, et que le modèle close loop des opérateurs n'est pas finalement la vision finale de ce que ça doit apporter, mais ça a été le contributeur essentiel. Et donc, en reparlant de cette histoire de quel est le phasage qui est le bon, il me semble que c'était important que ces opérateurs puissent contribuer de cette manière, et évidemment, ils ont retrouvé un intérêt qui leur était propre. Et sur ma première question, sur comment embarquer les marchands. Alors, le paiement marchand, c'est une... Déjà, le mobile payment est un service de paiement pour les paiements à distance. C'est comme ça que ça a été pensé. Et donc, le paiement marchand, qui est un paiement de proximité, il est toujours plus simple de payer en cash que de faire une transaction sur l'USSD ou une app mobile, que de le faire sauf bien sûr si le NFC se développe, mais, ou les QR codes. Mais ça a des impacts d'infrastructure importants côté marchand aussi. Donc le paiement marchand, je pense que c'est clairement quelque chose qui va se développer. Comme je le disais aujourd'hui, je pense que les infrastructures existent pour digitaliser les paiements. Aujourd'hui, c'était essentiellement sur des paiements à distance. Maintenant, on va arriver dans un modèle, et l'interopérabilité, pour le coup, est un élément clé, parce qu'il n'est pas question pour un marchand d'avoir un terminal Orange, un terminal MTN, un terminal RTN, un terminal Wafa pour accepter ces différents paiements. Et donc, là, nous arrivons, c'est vraiment mon message du jour, c'est que je pense qu'on arrive à une phase où les infrastructures aujourd'hui existent, et qu'on va vraiment pouvoir envisager le next level, comme on dit, le paiement marchand et tout un nombre d'autres services dont on pourra parler peut-être tout à l'heure. On sent bien l'attention. Les débats qu'il y a entre les opérateurs télécoms et les banques, c'est pas nouveau, ça fait 10 ans que ça existe sur ce sujet. Il y a des acteurs nouveaux qui apparaissent depuis quelques années qui sont les agrégateurs. Donc les Intosh, les Wikash et autres. Comment vous les voyez sur le marché? C'est pas important? Ça peut être des facilitateurs entre banques, opérateurs, télécoms? Alors, peut-être déjà définir ce que c'est qu'un agrégateur pour tout le monde. Donc les agrégateurs de paiement sont justement des parties tierces qui acceptent des paiements quels que soient les émetteurs, que ce soit un acteur de mobile money ou un acteur financier, banque, pardon, et donc d'agréger ces paiements pour que le marchand qui reçoit un paiement ne reçoive de paiement que d'une seule entité, qui est cet agrégateur. Et le rôle des agrégateurs est un rôle essentiel sur le paiement marchand, pour répondre à ta question. Et on en voit de plus en plus qui se développent, que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, qui connaissent des débuts qui ne sont pas simples parce qu'il y a des gros investissements en marketing pour recruter les marchands, mais qui sont très prometteurs et qui ont un intérêt important aussi, qui est un peu l'upsell de ce service-là, c'est de connaître tous les flux d'argent qui arrivent chez un marchand pour pouvoir scorer ces marchands et pour pouvoir être là pour le coup un vrai acteur de l'inclusion financière, c'est-à-dire d'aider ces marchands à recevoir des facilités de trésorerie. Comme on le sait, moins au Maroc, mais peut-être plus en Afrique subsaharienne, ces petits commerçants, la gestion de leur stock, c'est leur vie. Si jamais ils font un mauvais mois, ils ne peuvent pas racheter le stock l'année suivante. Et donc l'accès à une facilité de caisse
est absolument fondamentale pour la survie de ces business. Et donc les agrégateurs, et d'ailleurs la plupart de ceux qui ont lancé ces services-là, offrent des services de facilité de caisse pour justement apporter une meilleure proposition de valeur aux marchands, et donc un vrai boost sur la partie développement économique de ces petits acteurs de l'économie locale qui sont essentiels. Samira, vous voulez donner un complément ? Je confirme, pour moi aussi c'est de vrais facilitateurs. Maintenant, comme vous l'avez dit, ça dépend du pays, ça dépend de la maturité dans chacun des pays, mais ils assurent un rôle de facilitateur et d'accompagnateur pour que réellement le paiement puisse se développer, parce que si on n'arrive pas à trouver des opérateurs qui vont faciliter le quotidien à ce marchand, ben, in fine, ça ne l'intéresse pas, il va garder son cash dans sa caisse avec tout le risque qu'il a derrière. Et ce n'est pas du tout ce que nous avons envie de faire. Donc vraiment, c'est une vraie finalité. Et nous, en tant qu'établissement financier, on n'est pas une banque, hein, on est certes filiale d'une banque, mais dans ce domaine-là aujourd'hui, vis-à-vis de ma maison mère, il y a des jours où je suis en conflit parce que je fais des choses où je suis en train de disrupter le métier que fait ma maison mère. Mais je lui dis, ben, j'ai pas le choix, c'est comme ça, ou tu veux que je sois sur le marché, ou je te laisse faire et tu vas être disrupté par les autres. Donc franchement, oui, bien sûr que c'est important qu'on puisse jouer en communauté, que ça soit avec ces opérateurs-là qui sont des intégrateurs, ou que ça soit même avec les telcos, parce que la finalité, c'est qu'on puisse avancer tous ensemble dans une vraie coopération positive. Je voudrais qu'on regarde maintenant l'arrière du décor, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique tous ces services. Si on parle de digital banking, tout ce qui va exister. On parle souvent d'innovation inversée sur ces sujets, mais finalement, est-ce qu'il y a des choses qui se font en Afrique et qui vont toucher l'Europe ? Et je vais passer la parole à Diana. Ce serait bien que vous vous présentiez, que vous nous expliquiez ce que vous faites, parce que je pense que c'est un bon exemple de cette innovation inversée. Ça marche. Alors, je me présente, donc je m'appelle Diana Brondel. Je me considérerais comme un pur produit de la diaspora, mais je n'ai pas fait le choix en fait de faire une ripat et de partir en Afrique. Donc moi j'ai fait mes études en France, j'ai travaillé 10 ans dans la banque en France, et ensuite je me suis posé la question de l'entrepreneuriat. Donc bien entendu je me suis dit est-ce que j'entreprends en France, est-ce que j'entreprends en Afrique, et en fait je me suis dit que j'étais pas obligée de choisir. J'ai eu une idée, donc moi en fait le credo qui est le mien c'est l'éducation financière, parce qu'effectivement l'inclusion c'est extrêmement important, mais donner des moyens de paiement à des gens qui ne savent pas gérer leur argent, en fait c'est commencer à régler des problèmes, mais c'est pas du tout effectivement les sortir des trappes à pauvreté et les mettre en situation de se construire un futur meilleur. Donc ça c'était un petit peu mon constat, mais en fait l'éducation financière globalement c'est un sujet assez universel, hein. Tout le monde mériterait d'être mieux éduqué financièrement. Donc en fait moi je me suis dit je vais déjà régler un problème que j'ai en tant que parent. Donc moi j'ai 2 enfants qui connaissent pas la valeur de l'argent. Pourtant on leur donne des smartphones, on leur donne des outils, et je me suis dit en tant que banquier et en tant que parent, je vais construire une application d'éducation financière pour des enfants, pilotée par des parents. Donc je me suis dit, ok, si je veux arriver avec ce produit-là, arriver en Afrique subsaharienne, étant d'origine sénégalaise, on est un petit peu en avance, parce qu'en termes de pénétration de smartphones et en termes d'exécution de business model, ça n'allait pas marcher. Pour autant, j'avais envie tout de suite de donner un ancrage africain à mon projet. Donc ce que j'ai fait, c'est je suis allée prendre une équipe de développement, et en fait toute ma tech est faite en Afrique pour un produit qui sera lancé sur le marché européen. Et en fait c'est extrêmement important parce que c'est aussi un cas d'usage qu'il faut construire et qu'il faut démultiplier. C'est pas seulement du nord vers le sud, du sud vers le nord, ça peut être le nord avec le sud, un produit dont la tech, donc financé par des fonds français, donc des investisseurs français, qui a vocation à être lancé sur le marché français, mais qui permet de créer de l'emploi en Afrique et en France. Voilà. Bel exemple. Autre intervenant, vous dans le cadre de vos engagements, est-ce que vous voyez aussi se développer ce phénomène où finalement c'est vraiment la production africaine qui demain va permettre d'avoir ces services de mobile banking, de mobile paiement ? Lambert Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Là, on a un exemple intéressant d'une œuvre qui va être en Europe. On a quand même quelques banques françaises qui se demandent ma production pour des wallets en Afrique, est-ce que je la fais en Europe ou en Afrique ? Quelle est ta vision sur le sujet ? La Digital Factory, elle doit être en Afrique, pour l'Afrique ? Nous merci de me poser ces questions. Sofrecom, nous, on est un acteur qui s'appuie énormément sur les ressources
plutôt au Maghreb en tout cas, sur toute la partie développement. On a plus de... Vincent Poujol, qui est patron de Sofrecom Maroc, est en face, va me dire le nombre de personnes exactement que nous avons là-bas, mais c'est... Et 600 en Tunisie. Donc on est totalement dans ce modèle de s'appuyer sur les compétences et les ressources qui sont basées en Afrique pour assurer les développements. Et d'ailleurs, pour rejoindre ce que vous disiez, Orange Bank, que vous connaissez tous, hein, comme projet un petit peu disruptif dans le monde de la banque, une grande partie des développements est confiée à Sofrecom au Maroc. Orange Bank pour la France, donc. Pour la France. Hein. Donc c'est typiquement le genre de choses que nous faisons. Et effectivement, on valorise beaucoup là-dessus des compétences qui sont parfaitement utiles localement. Et puis Orange Bank aujourd'hui bénéficie beaucoup de ces services-là. Hein. Donc, Et alors pour faire le rebond avec la table ronde précédente, du matin, donc il y a les talents, etc. Et ces talents, vous ne les perdez pas parce qu'une fois qu'ils ont fait une belle expérience chez Sofrecom sur Orange Bank en France, hop, ils partent ailleurs. Alors c'est un challenge permanent, hein, effectivement. Mais nous, au-delà des sujets de rémunération, notre levier de fidélisation de nos consultants, c'est essentiellement la qualité des missions que nous leur fournissons. Et donc c'est là-dessus que nous travaillons le plus. Hein. Typiquement, les équipes qui travaillent sur Orange Bank ont aussi beaucoup appris, hein, grâce à cette mission-là. Et donc avec ce genre de projet-là, nous fidélisons bien nos équipes. Et c'est vraiment là-dessus que c'est important, hein, qu'on ne voit pas ces équipes de développement en Afrique que juste comme des forces de production, hein, mais c'est de leur confier des projets à valeur et des projets stratégiques. Hein. Donc c'est vraiment là-dessus que nous travaillons beaucoup. Et oui, Vincent pourra me dire, c'est vrai ou pas, mais aujourd'hui, nos consultants sont relativement fidèles à la société. Oui. Samira, vous avez cette question, cet enjeu autour des compétences, du savoir-faire local? C'est sûr, maintenant, il faut juste se dire la chose suivante, les Africains ont changé. Je suis désolée, l'Africain d'il y a 20 ans n'est pas celui d'aujourd'hui. Et donc, il a besoin d'être motivé, accompagné, pour être réellement fidèle, pour qu'il puisse être fidèle à l'entreprise qu'il emploie. Et donc, notre vrai challenge n'est pas de leur dire, écoute, tu vas développer ça de cette manière-là, c'est de lui dire, tu vas participer à construire quelque chose. Et donc, c'est ce quelque chose qu'on doit lui expliquer pour qu'il puisse le porter et en devenir l'ambassadeur. Maintenant, de temps en temps, c'est sûr, hein, les passeports talents nous ont pris quelques talents. Mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix. Et on essaie d'en trouver d'autres et d'être de plus en plus créatifs pour les accompagner et leur permettre de comprendre que peut-être sur place, ils auront plus d'avenir que d'aller dans une entreprise juste pour avoir un passeport un jour et voilà. Mais c'est un vrai challenge au quotidien. Et les entreprises africaines aujourd'hui, nous essayons beaucoup et de plus en plus de faire beaucoup de travail, même en sud-sud, tous ensemble, parce qu'on se rend compte que de toutes les manières, à un moment ou à un autre, il faut bien qu'on compte sur nous-mêmes. Et donc, il est challengeant pour nous de travailler de cette manière-là. Quand on parle... Je vais vous passer la parole, mais allez-y. Alors oui, j'avais envie de réagir par rapport à cela, effectivement. Aujourd'hui, je me présente, Chouamir Rabi, je suis le président de Gemadec, donc une société IT au Maroc. On accompagne les institutions financières, postales au Maroc et un peu partout en Afrique dans leur transformation digitale. On est venu, et si je suis là, en fait, moi je vais plus orienter mon discours par rapport à l'aspect sécurité des transactions, authentification forte, ce qui est important pour rassurer en fait ces 50% de non-bancarisés qu'on veut venir, qu'on veut ramener par rapport à leur porte-monnaie, par rapport à l'argent qu'ils vont transférer, ainsi de suite. Mais je voulais juste intervenir maintenant par rapport aux compétences. Effectivement, nous sommes attaqués tous les jours par cette fuite des talents. Et puis maintenant, moi j'ai été personnellement confronté à une situation où il y a quelques mois, un jeune extrêmement brillant dans mes équipes de développement qui vient et qui m'annonce qu'il voulait partir parce qu'il avait un projet de start-up avec en plus quelqu'un qui l'intéressait par rapport à un projet en Europe, ainsi de suite et tout ça. Et puis bon, ça m'a déstabilisé et en fait, ça a créé une opportunité pour Gemadec, pour ce jeune homme. Et aujourd'hui, on a créé à travers la première start-up, qui est la start-up de ce jeune homme, un incubateur qui aujourd'hui est installé dans nos bureaux. Et aujourd'hui, on a lancé un chantier pour ramener un certain nombre de start-up. Et du coup, ce jeune homme qui allait partir
aujourd'hui est toujours installé dans nos bureaux avec son propre projet où Gemadec a pris une participation. Tout ça pour dire aujourd'hui, c'est pas une fatalité, il y a ces départs, mais maintenant il faut donner aussi des projets à ces jeunes qui aujourd'hui, ils voient la possibilité de multiplier leurs revenus par 2, par 3, partir en Europe, avoir du potentiel, une carrière, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il faut leur donner aussi un rêve pour qu'ils puissent rester dans leur pays et faire des choses qui peuvent les intéresser. Gardez le micro, justement, je vais vous demander surtout les questions de fraude, de sécurité. Est-ce que c'est pas ce qui peut un jour bloquer le développement du paiement mobile en Afrique si on n'y prend pas garde ? C'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, en fait, la problématique de la fraude est une problématique mondiale qui n'est pas uniquement spécifique à l'Afrique. Maintenant, effectivement, nous, on intervient sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où on prend ces 50% de non bancarisés, ou toute cette population à qui on veut donner des porte-monnaies électroniques, qu'on veut inciter à payer ces petites factures, et puis qui peut perdre son téléphone, et puis qui peut avoir un code secret qui est facile à reproduire ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est plutôt pour accompagner des établissements de paiement bancaire, ainsi de suite, pour mettre de l'authentification forte, pour que la personne puisse authentifier sa transaction, son porte-monnaie, par son visage, par de la reconnaissance faciale. Donc aujourd'hui, c'est plutôt donner de la confiance dans ce porte-monnaie et éviter de la fraude, parce qu'aujourd'hui, ce qui est très important, et on le voit même en Europe, aujourd'hui, il y a une directive européenne depuis quelques mois qui va interdire l'envoi de SMS, d'OTP. Donc aujourd'hui, là, dans un environnement où déjà globalement, il y a moins de fraude que en Afrique. Donc aujourd'hui, je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, tous ces aspects authentification forte vont jouer un rôle très important pour crédibiliser ces nouveaux moyens de paiement. Merci beaucoup. Un des enjeux aujourd'hui, c'est aussi l'arrivée des crypto-monnaies. Alors, je voulais savoir, tous les quatre, dans vos business respectifs, la crypto-monnaie sur l'Afrique, c'est une réalité? C'est un effet de mode de journalistes européens? C'est pas encore clair ce que ça va faire, mais ça va vraiment bouger les choses. Quel est votre positionnement par rapport aux crypto-monnaies? Oula, je sens que... Alors, moi, je n'utilise pas de crypto-monnaie, donc ça, c'est vraiment une position personnelle. Je pense que ça peut constituer une opportunité. Ça peut constituer une opportunité, et Christine Lagarde disait justement, tiens, ne faudrait-il pas créer une crypto mondiale parce que ça permettrait de faciliter un certain nombre d'échanges. Alors après, ça dépend. Effectivement, on a différents types de géographie. On a le Maroc, on a l'Afrique subsaharienne. Bon, nous, on a déjà une zone CFA. On a des zones CEMAC. Je ne sais pas, très honnêtement, si aujourd'hui c'est une priorité. Je ne sais pas si c'est une priorité parce que je pense qu'il y a aujourd'hui sur le continent des enjeux beaucoup plus prégnants et des sujets beaucoup plus importants à traiter. Je ne vois pas le cas d'usage dans lequel la crypto-monnaie va devenir un facteur d'accélération, d'inclusion massif. Si c'est le cas, si quelqu'un a ce cas d'usage, au contraire, je pense qu'il faut l'appliquer. Parce que effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est vrai, c'est que on est dans un monde dans lequel les frontières sont devenues de plus en plus poreuses entre la telco, les banques. Tout le monde regarde un petit peu tout. Et moi, j'aime bien ce que vous dites tous les deux, à savoir, à un moment, comme tout le monde est un peu sur les plates-bandes de tout le monde, les banques se transforment en opérateurs telco, les telcos prennent des licences bancaires. Mais tout ça, finalement, ça peut être utilisé de manière extrêmement vertueuse pour améliorer la situation des citoyens. Vraiment de travailler dans une même direction. Alors si la crypto, autant moi je parlerais davantage de blockchain. Vous voyez, parce que par exemple, moi je trouve que la blockchain est extrêmement intéressante en Afrique subsaharienne par exemple, pour sécuriser un certain nombre de données d'identité. Parce que développer, inclure, renforcer l'accessibilité, tout ça c'est bien, mais il y a quand même des choses assez fondamentales qui sont des sous-jacents qui doivent être assurés pour que toutes ces choses, toute cette circulation de flux et d'infrastructures soit possible. Si on est dans un pays dans lequel on n'a pas des infrastructures qui sont adaptées, ça ne va pas fonctionner. Si on n'a pas des lois qui protègent les entrepreneurs, les entreprises, la propriété intellectuelle,
Vous voyez, en fait, il y a un certain nombre de fondamentaux économiques qu'il faut sécuriser. Et donc là, la technologie, alors je ne sais pas si c'est de la fintech, de la blockchain ou d'autres types d'usages, l'IA peuvent constituer des atouts extrêmement importants. Mais alors du coup, la crypto, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas la réponse. Donc, je partage tout à fait. Hein, sur la partie crypto-monnaie, je pense qu'il y a tellement de choses qui sont en train de se passer sans la crypto-monnaie en Afrique que c'est sans doute pas la priorité. La crypto-monnaie aujourd'hui, il y a quand même aujourd'hui l'utilisation et beaucoup de la spéculation. Il y a éventuellement des paiements anonymes voilà. Hein, et puis, donc, je suis d'accord que je pense qu'en Afrique, modulo éventuellement sur les transferts internationaux, parce que ça permet d'avoir une offre à coût de transfert qui sont beaucoup plus faibles. Y a pas vraiment je ne vois pas d'applications aujourd'hui qui viennent préempter les grands sujets de transformation des paiements digitaux en Afrique aujourd'hui. Par contre, je rejoins aussi ce que vous disiez sur la blockchain. Je pense que l'architecture d'un modèle de confiance qui n'est pas centralisé correspond beaucoup à des enjeux de confiance en Afrique. Et donc, à voir les applications, hein, mais je pense que la blockchain est vraiment quelque chose qui doit être intégré dans les grands projets, notamment je parle de tous les gros projets d'IGouv, sur lesquels il y a sans doute des applications qui répondront bien à ces sujets de partager la confiance au sein des populations, parce que nous sommes dans un modèle qui est partagé justement et qui ne repose pas sur une entité centrale unique. Je partage totalement ce qui vient d'être dit et en fait, il faut juste, soyons pragmatiques. Aujourd'hui, on parle de personnes qui ne sont pas bancarisées, qui ne sont pas même parfois éduquées à gérer le minimum qu'ils ont. Et comment voulez-vous qu'on leur parle de crypto-monnaie? Allons-y, step by step. Mais par contre, parler de blockchain pour les masses et dire demain, je vais créer une e-monnaie dans mon pays pour que la circulation, que les virements se fassent différemment dans l'instantanéité ou autre, mais bien sûr, c'est des choses à faire. Et à mon sens, en dehors de la blockchain, il y a un point important et je pense que nos pays et nos gouvernants, parce que là aussi, ils ont un rôle très important, c'est tout ce qui est big data. Aujourd'hui, la data de nos pays doit rester dans nos pays, elle ne doit pas sortir. Parce que c'est ce qui nous appartient, c'est notre or. Si on le sort, demain on n'est rien. Et on va dépendre des GAFA qui vont faire de nous ce qu'ils sont en train de faire déjà. Donc franchement, si c'est ça, c'est l'Afrique, je pense qu'on doit changer des choses en tous les cas. Oui, effectivement, par rapport à la crypto-monnaie, moi je reviens sur la première question par rapport au Maroc, où le problème du blocage des établissements de paiement nous a fait perdre beaucoup de temps. Et pour faire de l'inclusion financière, on a attendu que les banques le fassent, on a attendu que la Poste le fasse. Et entre-temps, aujourd'hui, on a effectivement un taux de bancarisation qui reste quand même faible au Maroc. Et aujourd'hui, on a mis en place des établissements de paiement et on espère, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a mis tout ce qu'il faut avec toutes ces complexités qui vont retarder le projet. Aujourd'hui, par rapport à la crypto-monnaie, effectivement, aujourd'hui, je ne pense pas que ça règle le problème parce que nous avons d'autres problèmes en Afrique qu'il faut d'abord régler. Par contre, effectivement, comme ça a été dit, la blockchain aujourd'hui, du fait de... Aujourd'hui, nous, sur les problématiques de sécurité, on y est venu parce qu'on travaille depuis des années sur la dématérialisation. Et nos clients nous demandent de donner une valeur probante à leurs documents. Quand ils signent un document digital doit avoir une fois. Mais aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas d'autorité de certification numérique. Il n'y a pas. Du coup, ça retarde ces projets de digitalisation. Maintenant, pour moi, la blockchain peut être la solution parce qu'on peut commencer à signer des smart contracts sans avoir besoin d'avoir une autorité centrale et avoir une réglementation qui va mettre du temps, ainsi de suite. Mais maintenant, aujourd'hui, la blockchain peut apporter énormément en Afrique plutôt que la crypto-monnaie qui risque encore de nous embarquer pendant 10 ans à perdre du temps sur des sujets qui ne règlent pas le problème de la population. Alors, pour aller dans votre sens, une question politiquement incorrecte, mais on est entre nous, donc on peut le faire. Tout ce dont on parle, c'est bien, mais oui, d'ailleurs, vous l'avez dit, ça permet de rendre plus formelles des choses informelles. Quand on parle de paiement mobile pour les marchands, ça va peut-être permettre demain au fisc de certains pays
de contrôler ce qu'ils gagnent. Donc tous les problèmes après qu'on peut suggérer. Pour la blockchain, la KfW, qui est la Banque mondiale allemande, a lancé un projet de True Budget pour gérer justement via la blockchain tous les dons qui sont faits par les donneurs au niveau international et s'assurer qu'il n'y ait pas de corruption derrière. Elle a dit « je suis prêt à le mettre gratuitement dans un pays ». Elle a eu 2 pays africains candidats. Les 52 autres n'ont pas répondu. Et elle est en train de le faire au Burkina Faso, qui est le pays qui était le plus actif. Les autres ont un peu oublié. Mais il y avait la question, c'est un outil pour lutter contre la corruption, via la blockchain. Est-ce que ces questions-là, lutte contre la corruption, ou corruption tout simplement, pas payer ses impôts, etc., ne sont pas des freins à l'usage, que ce soit au niveau des individus, pour le premier exemple, ou des institutions, au développement de tout ce qui est blockchain, paiement mobile et autres en Afrique? J'avais dit politiquement incorrect. Moi, je vais répondre. En fait, après, vous savez, c'est ce que j'appelle, c'est une question de coût d'opportunité. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que la technologie va permettre d'éradiquer la fraude et les falsifications. Pour autant, moi, je le regarderais plutôt sous l'angle du nombre de personnes dont aujourd'hui les droits et les opportunités et les possibilités peuvent être bafoués parce qu'ils sont exclus justement d'un système de paiement d'inclusion, parce que là on parle de mobile payment, mobile banking, en fait c'est extrêmement intéressant. Il y a effectivement le côté de je vais être en capacité d'acheter des choses auxquelles j'ai pas accès, mais si on prend le continent africain, en 2034 il y aura 1,1 milliard de personnes qui seront en âge de travailler. On a vu dans le panel précédent sur la formation, l'éducation, qu'il y a des enjeux énormes, mais 1,1 milliard, ils vont pas tous devenir des techos, des codeurs, des littéraires. La question, et ils vont pas tous partir du continent, ils vont rester sur le continent. Et en fait, ce qu'il faut aussi factoriser dans tout ce qu'on dit, c'est que finalement, toutes ces nouvelles technologies, toutes ces technos de mobile payment, mobile banking, elles vont aussi permettre de créer des nouveaux marchés, de créer des nouveaux usages, de bien sûr créer de l'emploi, parce qu'on peut développer des compétences pour avoir des gens qui travaillent dans ces secteurs-là, mais elles vont aussi permettre à des personnes qui ne sont pas techniques de créer des business models qu'elles vont être en capacité d'opérer. Et donc ça, il faut aussi que ça vienne avec un minimum de confort, des éléments de confort pour être sûr que ce qu'on a gagné reste bien à soi. Il y aura toujours des gens qui réussiront à détourner, contourner le système, mais je pense qu'il faut plutôt se poser la question du nombre de personnes qu'on va inclure et à qui on va ouvrir des opportunités en le faisant. Donc 2 choses, sur la partie les éventuels freins par rapport au risque de corruption. Moi je vois qu'il y a une application quand même qui se développe de plus en plus grâce au système de paiement digitaux, qui sont les distributions de bénéfices aux personnes défavorisées, que ce soit par les gouvernements ou par les organisations non gouvernementales. Et aujourd'hui, un agriculteur qui devait recevoir une subvention soit en nature, soit en espèces de 100, reçoit effectivement, quand c'est fait dans le modèle traditionnel, la moitié ou un tiers de ce qu'il devait recevoir. Avec des systèmes de paiement digitaux, on a la quasi-certitude de pouvoir attribuer le bon montant au bon bénéficiaire. Et donc là, c'est à l'inverse, c'est un vrai sujet de développement que d'avoir ces systèmes qui permettent aux populations de recevoir les aides qu'ils sont censés recevoir. Sur l'autre point, je suis tout à fait d'accord. Certes, il y a des gens qui vont peut-être y perdre par rapport à des impacts fiscaux notamment, mais le gros enjeu et qui va largement compenser ces pertes, c'est effectivement le développement des nouveaux business. Et c'est ce que je commençais à évoquer tout à l'heure. Je pense qu'on est vraiment à un stade aujourd'hui où les infrastructures de paiement, l'interopérabilité étant un des éléments clés aussi de ces infrastructures qui aujourd'hui, si ce n'est pas déployé partout, en tout cas en cours et les projets sont lancés, ces infrastructures aujourd'hui existent et le système de mobile payment ou de paiements digitaux qui aujourd'hui était un système de transfert d'argent essentiellement, va vraiment permettre l'émergence de nouveaux modèles et des modèles d'échange. Parce qu'aujourd'hui, grâce au paiement mobile, on peut s'envoyer de l'argent demain. Et un exemple qui, je pense, qui est intéressant à regarder sont les exemples de ce qui s'est passé en Chine avec les Alipay et autres WeChat, qui ont monté ces plateformes d'échange en partant sur un système de paiement qui est universel, parce que c'est quasiment universel en Chine, les Alipay a 600 millions de clients. Avec ces moyens-là, on va pouvoir
mettre en place des plateformes d'échange sur un certain nombre de secteurs. Je pense à l'agriculture, je pense à la santé, je pense même à l'éducation. Toutes ces nouvelles applications qui vont pouvoir se développer grâce à un point qui était bloquant jusqu'à aujourd'hui, qui était le moyen de paiement. Et donc voilà, et vraiment de regarder l'exemple de ces plateformes d'échange qui existent en Chine, qui vont d'ailleurs sans doute pas tarder à arriver en Afrique. J'ai récemment vu, je crois il y a 2 semaines, que Ant Financial, là, le Alipay, faisait un partenariat avec le gouvernement Rwanda pour développer l'inclusion financière, alors que le Rwanda est déjà un pays très développé en termes de paiements digitaux. Donc ils vont réussir à ce qu'on appelle un peu être en mode OTT et développer leurs offres au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc voilà, il n'y a pas que la menace de la Chine, d'ailleurs ce sera peut-être bénéfique d'ailleurs, mais je pense que c'est la vraie question à se poser pour tous les acteurs qui font des paiements digitaux aujourd'hui, c'est comment partir d'un service de paiement qui fait que du transfert d'argent vers une plateforme d'échange sur tout un nombre de domaines qui vont bénéficier beaucoup plus aux populations. Et donc les gens ne regarderont pas les impacts très court-termistes des problématiques fiscales ou autres. En fait, pour moi, c'est un sujet national dans les pays. Et c'est une stratégie réelle qui doit être établie par chacun des États pour définir comment ils veulent accompagner ce mobile payment à l'intérieur du pays et parfois même à l'extérieur. Donc, il est important que le régulateur, donc le fisc aussi, puisse réfléchir à quels sont les leviers qu'il pourrait apporter pour que le commerçant puisse accepter aussi d'être fliqué, entre guillemets, et qu'on sache quel est le chiffre d'affaires qu'il va pouvoir être accepté via le paiement et qui lui permettra certes de payer de l'impôt, mais peut-être de l'impôt différencié ou payer une TVA différenciée et ainsi de suite. Alors c'est ce que nous avons essayé de faire au Maroc avec la Banque centrale et donc la Direction générale des impôts, c'est qu'on a proposé un certain nombre de pistes d'accompagnement des commerçants. Alors est-ce que ça va être retenu? Est-ce que ça ne le sera pas? Est-ce que ça va être fait graduellement? C'est des choses qu'on va vivre en tous les cas avec le régulateur et les impôts pour qu'on puisse accompagner ces commerçants à accepter le paiement. Maintenant, à côté de ça, et je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, c'est que ce commerçant, il cherche du business. Alors si il va recevoir 1, 2, 3, 4, 5 clients, 10, 20 qui veut payer par téléphone et que lui n'accepte pas, ces gens-là, ils ne vont plus revenir chez lui. Donc du coup, il faut aussi qu'il accepte de payer peut-être un peu plus, mais en même temps de recevoir plus de business, et ce qui lui permettra de créer de la valeur pour lui et pour celui qui vient chez lui. Et sans trahir le secret, ces moyens d'accompagner les commerçants, c'est de la formation, de l'information, des incentives? Il y a de tout. D'abord, il y a des incentives fiscales, c'est certain. Maintenant, je pense qu'il y a une conduite du changement qui est très importante et qu'il faut mener. Et c'est énormément de proximité. Parce que le commerçant, malgré tout, c'est un client d'abord, c'est un citoyen. Et il a besoin d'être rassuré, comme vous avez dit, il a besoin d'être accompagné, écouté, et qu'on lui explique tout simplement qu'il n'a rien à perdre. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire que on a été le premier établissement, je dirais, de paiement au Maroc à déjà lancer une offre. Et sincèrement, quand je vois le nombre de clients commerçants que nous avons déjà enrôlés, je me dis waouh, c'est génial. En 3 mois, on a enrôlé quand même des milliers de clients. Donc on se dit, tiens, ça veut dire que quelque part, l'appétence est là. Il faut juste être sur le terrain, en proximité avec le client et l'accompagner. Bon, en tout cas, merci pour cet optimisme à tous les 4. Je voudrais maintenant qu'on se projette dans quelques années. Alors, je vois au second rang Madame la Présidente de l'APEBI, que je salue d'ailleurs. Au Maroc, l'APEBI avec CIOMAG organise depuis 2 ans le MP Forum. Alors moi, Madou Diallo m'a dit que je pouvais annoncer qu'il y aurait le 3e au printemps. Voilà, donc c'est un scoop, vous le savez, donc tous rendez-vous à Casa. Mais là, on va se projeter encore plus loin. Je vous donne rendez-vous en 2027. Nous sommes au 10e MP Forum à Casa, organisé par CIOMAG et l'APEBI. Qu'est-ce qui se passe en 2027? Comment vous voyez l'avenir du M-paiement, du M-banking en Afrique, alors que ce soit en termes technologiques, en termes d'usage ou en termes de transformation? Hier, par exemple, il y avait une table ronde passionnante sur l'agriculture. Des enjeux, c'était le M-paiement comme outil permettant de développer l'agriculture aussi. Donc vous, on est en 2027, vous êtes au Maroc, à Casa, invité par l'APEBI pour le 10e MP Forum. De quoi parle-t-on? On parlera de se dire, waouh, vous avez vu qu'est-ce qu'on a fait?
C'est génial. Hein. Voilà. Moi, je pense qu'il faut rester optimiste dans la vie et se dire, aujourd'hui, tout citoyen, le citoyen change énormément. Les nouvelles technologies lui permettent d'être au courant très très vite. De deux choses l'une, où il va trouver ce qu'il a envie et qu'on va lui offrir, ou il va rester frustré. Moi, je préfère qu'il trouve ce qu'il veut et qu'il reste chez nous et qu'il développe son pays et qu'il développe son continent. Je reste convaincue que le capital humain africain est la grande des richesses que nous avons. Donc, il faut vraiment qu'on les accompagne pour se dire, waouh, ben, je suis aussi fière d'être africain que je ne suis américain ou que je suis européen ou autre. Robert, dans 10 ans? Donc, moi, je crois qu'au MP Forum, on ne parlera plus de paiement, on parlera d'échange. Et ce que je disais juste à l'instant, hein, sur l'agriculture, la santé, l'éducation, qu'un agriculteur dans un pays d'Afrique pourra aller commander ses produits agricoles directement depuis son smartphone, pourra être livré avec des systèmes qui permettront de trouver son adresse au bon endroit, parce qu'on a des livreurs qui seront connectés avec différents systèmes IoT et autres outils de connexion, et que on parlera plus de paiement, on parlera d'échange, et que ce soit sur l'agriculture, sur la santé, pareil, que quelqu'un qui vit dans une zone rurale perdue pourra accéder à des médicaments directement. Voilà. Et donc, je pense que, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de regarder le modèle chinois, qui est je reviens dessus, parce que c'est assez fabuleux ce qu'ils ont réussi à faire. Hein. C'est ce qu'on appelle les modèles d'Open API, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a un produit à vendre va se mettre sur la plateforme Alipay sans avoir de prérequis. Hein. Il y a un minimum d'onboarding évidemment, mais tout le parcours de ce commerçant pour se connecter à cette plateforme d'échange devient ultra simple, et donc n'importe qui pourra se mettre à vendre ses produits et services sur ces plateformes-là. Et avec l'interopérabilité qui permet, en fait, quel que soit le moyen de paiement que vous avez en main, quel que soit l'opérateur ou quelle que soit la banque avec laquelle vous travaillez, vous pouvez payer, eh bien je pense qu'on va vraiment arriver à une étape qui donnera à plein les bénéfices socio-économiques de ce que le mobile payment est aujourd'hui, mais que ce ne sont qu'aujourd'hui que les infrastructures de ce que ça va permettre de faire. Bon, donc Mohamedou, tu viens d'arriver, il faudra changer le nom du forum d'ici 2027. Merci Robert. Diana, vous aurez racheté la Société Générale? Non, c'est pas du tout mon ambition. Moi, je les aime beaucoup, j'y ai passé 10 ans de ma vie, donc... Non, alors, pour l'Afrique subsaharienne, je pense qu'il va se passer deux choses. En fait, il y a un préalable à tout ça qu'il faut régler. C'est pour développer des nouveaux usages technologiques disruptifs, il faut du capital. Donc il faut en fait que pour justement inventer, améliorer l'accessibilité et l'intégration, il faut qu'il y ait des influx de capitaux, et donc pas que des bailleurs institutionnels qui viennent biberonner et perfuser, c'est vraiment du capital privé, de l'investissement productif pour aussi pouvoir investir dans les technologies pour développer ces usages. Ça, c'est la première chose. Et deux, il faut des clients. Parce que l'avantage qu'on a sur des gros marchés, genre même en Afrique du Sud, comme au Nigeria, au Kenya, comme on peut le voir en Chine, c'est qu'ils ont des marchés domestiques qui constituent des terrains de jeu en soi pour eux. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, si on prend l'Afrique subsaharienne, une start-up ou une fintech ne peut pas scaler, donc passer à l'échelle, et justement payer les multiples qui sont attendus par les investisseurs sur nos marchés domestiques. Donc il faut tout de suite, même lorsqu'on développe un projet en Afrique subsaharienne, voir la possibilité de percolation finalement de ce modèle dans les pays limitrophes. Mais pour ça, il faut aussi une meilleure intégration régionale, et que la start-up qui est au Burkina, au Sénégal, au Bénin, au Togo ait la capacité, par exemple, de servir toute sa zone. Donc ce sont des préalables, je pense, qu'il faudra adresser. Mais si ça c'est fait, je pense qu'il y a de très très belles histoires en fait qui peuvent s'écrire par le continent et pour le continent. On espère. Ouais. Oui, alors moi je vais porter un espoir, je dirais, en 2027. J'espère qu'on parlera d'usage, de pratiques, de solutions nées en Afrique pour l'Afrique, et qui n'auront jamais existé ailleurs, mais qui répondront à des besoins de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a M-Pesa qui fait la fierté de tous les Africains. On dit quelque chose qui est né et qui s'est développé, qui est un exemple
dans le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une petite expérience que nous avons fait au Maroc et dont on est vraiment fiers. Aujourd'hui, nous avons développé une solution pour une caisse de retraite au Maroc où nous avons, du fait du manque de fiabilité de nos registres d'état civil, ainsi de suite, on impose à tous les retraités de présenter régulièrement un certificat de vie. On doit aller à l'administration, on dit voilà, prouvez-moi, donnez-moi un document comme quoi je suis vivant. Et on amène le document chez la caisse de retraite pour pouvoir être payé. Donc vous imaginez, donc, on a développé une application mobile qui aujourd'hui est en production chez une caisse de retraite au Maroc où le retraité est invité par un message à vérifier avec son visage, à cligner des yeux, à bouger la tête. Et après, on lui dit, ben, votre virement va être fait et il n'a pas besoin d'aller faire toute la procédure, ainsi de suite. Voilà une pratique qui ne peut pas s'appliquer en Europe ou ailleurs parce qu'il n'y a pas cette notion de certificat de vie. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on aura des solutions, des offres de services, des cas d'usage en 2027, mais qui seront complètement adaptés et qui auront surtout fait le bonheur des Africains, pas en leur apportant de la valeur dans leur vie quotidienne de tous les jours. Merci pour cet espoir. Ah, vas-y. Je vais vous raconter quelque chose. Et je suis heureuse de la raconter parce que cette caisse de retraite était venue me voir pour me demander, du fait qu'on avait un réseau très large, est-ce que nous pouvions contrôler les gens et donc la vie des gens. Et je leur ai dit, je suis désolée, c'est pas mon métier. Et je suis heureuse d'avoir refusé puisque vous leur avez développé quelque chose. Parce que franchement... Alors, il nous reste un quart d'heure pour prendre des questions de la salle. Et ça commence. Et madame a le micro. Monsieur, deux personnes là et monsieur là-bas. Et après, ici. Déjà 4 questions. Bonjour. Bonjour. Hind Ben Miloud, je suis avocate. Je suis entre autres spécialisée dans les technologies de l'information. Alors, je voudrais poser une question qui me semble importante. Donc, c'est bien le M-paiement, le M-banking, les crypto-monnaies, tout ça, c'est très beau. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de sécurité juridique lors de ces transactions, lorsque l'on sait aujourd'hui que pour un consommateur lambda en Europe, pour se faire rembourser lors d'un litige en ligne, on met 6 mois à 12 mois, alors que le clic pour le payer, il est immédiat. Alors vous pensez que ces problématiques n'ont pas été réglées aujourd'hui en Europe, aux États-Unis? Alors, quid en Afrique? Êtes-vous prêts? Est-ce que vous avez ces verrous de sécurité? Est-ce que vous pensez les mettre en place? Et je vous remercie. En tous les cas, pour notre cas, qui est un cas pratique, parce que c'est important que vous le sachiez, le switch par lequel vont transiter ces opérations, c'est un opérateur qui est local, sur place, et nous avons signé des contrats clairs, et même vis-à-vis de nos clients, qui, dans les 7 jours, les transactions sont backées. C'est-à-dire que l'établissement de paiement qui a un client qui, pour une raison ou une autre, a fait un paiement et qui a eu une problématique derrière, dans les 7 jours, les fonds lui sont retournés. Ça, c'est ce qui est écrit sur les papiers, et je peux vous assurer que la Banque centrale est très regardante sur ces délais de réclamation. Maintenant, comment sera la suite? On se retrouve dans une année, je pourrais vous dire. Tommy, tu veux dire quelque chose sur cette question? Moi, vous savez, on innove tous les jours, on essaie d'apporter des solutions qui dépassent en général la réglementation, les lois. Et on a très souvent cette problématique. Quand on parle de signature dématérialisée, de signature électronique, de paiement, de reconnaissance faciale. Et on dit, et la valeur juridique. Moi, je pense personnellement que si on doit attendre que nos députés votent les lois qu'il faut pour pouvoir mettre en place alors que les solutions n'existent pas, on ne va jamais rien faire. Aujourd'hui, comme me disait une directrice juridique d'une grande banque de la place au Maroc, aujourd'hui le code PIN dans un guichet automatique n'a pas de valeur juridique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où on a reçu le code PIN de manière confidentielle, qu'on n'a pas fait de déclaration de perte et qu'on l'a utilisé et on est le seul censé l'avoir, un juge, quand il voit ce processus, on ne peut pas lui dire qu'on m'a volé l'argent de mon compte bancaire. Donc tout cela, juste pour dire qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la disruption et il faut aussi avancer et ne pas être prisonnier, je dirais, de la réglementation, sinon on ne pourra rien faire, on ne pourra pas du tout innover. Moi, c'est mon point de vue.
Monsieur. Oui, bonjour, Éric Laurent Ricard, je développe une fintech dans le mobile money en Afrique, mais ce n'est pas le sujet. Je voulais parler d'interopérabilité. Vous avez parlé tout à l'heure de cette plateforme, c'est très intéressant au Maroc. En Afrique subsaharienne, on a quand même déjà des plateformes d'interopérabilité au niveau bancaire, avec le JMUMOA, avec la SMAC, auxquelles les opérateurs n'adhèrent pas encore. Mais là, je voulais poser juste une petite question technique vis-à-vis des opérateurs de mobile money. C'est l'évolution pour l'ouverture du protocole USSD. C'est-à-dire que, juste pour faire un petit point, on trouve encore relativement peu de smartphones, à part dans les capitales, donc on utilise encore énormément les téléphones standards. Nous, on travaille avec un serveur vocal, mais l'USSD étant spécifique à chaque opérateur, incompatible l'un avec l'autre, ça permettrait d'ouvrir le marché et des possibilités pour des tiers qui pourraient utiliser ce système-là. Très bonne question. Ambert? Donc l'interopérabilité telle qu'elle est designée actuellement, c'est de l'interopérabilité pour transférer de l'argent depuis un compte vers un autre, mais l'interface client reste propriétaire de l'opérateur. Les plateformes USSD sont des plateformes qui sont très intégrées dans les systèmes des opérateurs et souvent très compliqué de l'ouvrir à des tiers. Les rares pays où ça se fait, c'est que les opérateurs ont sous-traité la gestion de la plateforme USSD à des opérateurs tiers qui les partagent entre plusieurs acteurs. De nos discussions que nous avons avec un certain nombre d'opérateurs télécoms, c'est compliqué pour eux de le faire, techniquement. Par ailleurs, c'est très difficile de monétiser cela, c'est-à-dire qu'éventuellement ils pourraient le faire, mais demander quand même comme un SMS premium, si vous voulez. L'USSD premium est très très compliqué à mettre en œuvre. Donc il y a sans doute des freins côté opérateur pour le faire, mais ce ne serait pas de l'interopérabilité dont vous parlez, c'est que plusieurs acteurs fintech ou autres puissent utiliser l'infrastructure des opérateurs pour utiliser les réseaux et avoir un service de mobile money, ce qui n'intègre pas de sujet d'interopérabilité. Là, vous parlez simplement que on puisse accéder à son service de mobile payment, quel que soit l'opérateur dont on a, l'opérateur mobile. Absolument. Là, l'interopérabilité dont on parle, que ce soit le projet au Maroc ou le projet dont je parlais tout à l'heure entre Orange et MTN, c'est de l'interopérabilité de mobile money, c'est-à-dire que je peux envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre et inversement. Il y avait une question de monsieur là, monsieur en brun, vous pouvez vous lever. Et après, il y avait le monsieur ici aussi qui avait une question, et après on ira derrière, on fait l'ordre. Et je confirme entièrement ce qu'a dit Rambert, hein. C'est facile à dire, c'est compliqué à faire. Oui. Bonjour. Rémi Marchand, je modère la table ronde qui a lieu cet après-midi, en deuxième partie de l'après-midi. Elle traite de la numérisation des chaînes d'approvisionnement transfrontières. Donc ça la concerne bien entendu l'achat du client au fournisseur, bien entendu dans 2 pays différents. Ça concerne également tout le transport avec différents modes de transport. Et cela concerne évidemment le paiement des transactions du commerce international. Sur ce sujet, il y a 10 banques européennes qui ont négocié un accord pour définir des normes communes et assurer l'interopérabilité de leur système. Simultanément, il y a 12 banques asiatiques, parmi lesquelles une filiale d'une banque française à Shanghai ou à Hong Kong, je ne me souviens plus. Mais dans votre panel, vous n'avez pas parlé du paiement des transactions financières internationales. Cependant, Diana Blondel a parlé de la blockchain et je pense que c'est tout à fait pertinent puisque les 2 groupes de banques dont on a parlé développent de la blockchain pour assurer ces paiements financiers internationaux et évidemment sans crypto-monnaie. Ouais, très bonne question. Rambert, Diana, comme vous. Non, mais juste déjà les systèmes de paiement digitaux dont on parle, on est essentiellement sur des systèmes de paiement qui sont initiés par des personnes. La plupart de ces opérateurs de mobile money n'ont pas de licence bancaire, ont des licences de ce qu'on appelle émetteurs de monnaie électronique, c'est-à-dire que les comptes sont plafonnés. Donc je suppose que les transactions internationales auxquelles vous faites référence, on est plus sur des montants importants. Donc effectivement, on échappe un peu on n'est pas sur les mêmes échelles et les mêmes secteurs. Ceci étant dit, quand on a évoqué tout à l'heure le sujet de la blockchain et des cryptocurrencies,
On disait, il y a une application aujourd'hui qui a un intérêt, hein, c'est justement sur les transactions internationales, que ce soit pour les entreprises comme vous mentionnez, ou même pour les personnes, parce que ça permet d'avoir des coûts qui sont beaucoup plus faibles. Hein. On sait que c'est un des gros problèmes, hein, sur les diasporas qui envoient de l'argent à leur famille, c'est le montant des coûts de transaction qu'ils payent. La digitalisation des paiements et éventuellement la blockchain est clairement un moyen, et c'est tous les acteurs qui se positionnent dessus le revendiquent, de venir avec des coûts de transaction beaucoup plus faibles. Alors on prend encore 3 questions, une ici, une là et une au fond. Allez-y, je vous en prie. Alors bonjour, Alfred Mignot, Africa Press Paris, journaliste. D'abord, je voudrais féliciter nos amis marocains d'être toujours présents en force dans les manifestations économiques à Paris. Bravo. Ensuite, Pas que à Paris, hein. Ben, moi je suis à Paris, donc je ne vais pas à Berlin pour vous suivre, hein, mais à Paris, Alors, la question, vous avez évoqué effectivement le souci de faire accepter le paiement mobile par les commerçants. Mais il y a encore plus que les commerçants, il y a les consommateurs. Ils sont beaucoup plus nombreux que les commerçants. Or, le faible taux de bancarisation au Maroc, il y a eu une enquête d'une grande banque de chez vous il y a quelques années, pas très longtemps, et on a appris que c'était beaucoup les femmes qui freinaient la bancarisation au motif qu'elles préféraient dépenser l'argent en liquide pour que leur mari ne voit pas exactement. Alors, non, mais c'est... Non, Je vais répondre. En plus, une Marocaine, donc je vais répondre. Ne vous inquiétez pas. On peut terminer. C'est incroyable. On peut terminer la question. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est une banque de chez vous, d'accord ? Donc, vous dites, on va tracer tous les paiements, puisque vous allez faire du paiement mobile. Alors, comment les mentalités ont évolué si rapidement ? Ou alors, vous avez une action de plaidoyer formidable à faire, quoi. Voilà, merci. Alors, je pourrais vous raconter plus tard le cas inverse, où l'armée d'un grand pays avait la question pour gérer les 10% de solde de ses soldats sur le terrain en liquide ou en transaction. Donc, allez-y. Alors, je vais vous répondre en 2 temps, si vous voulez bien. Wafa Cash s'est mis dans la bancarisation des populations à faible revenu depuis quelques années déjà. En réalité, on a démarré en 2009 et on a offert à un certain nombre de citoyens qui n'étaient pas bancarisés la possibilité d'avoir des comptes dans des agences qui ne sont pas des agences bancaires. Wafa Cash n'est pas une banque, et donc le client qui venait chez nous pour faire du transfert d'argent, puisque notre métier principal au départ était le transfert d'argent, il était habitué à venir chez nous. C'est des points de vie, je dirais, c'est des points de vie, puisqu'on est toujours installé pas loin de la mosquée, pas loin du marché, pas loin de l'école, pas loin de la pharmacie. Donc en fait, on est vraiment dans des lieux de vie où les gens passent. Et je peux vous dire une chose, les populations que nous recrutons pour être bancarisées, c'est autant de femmes que d'hommes. Et avant même d'aller plus loin, on était allé les voir, on a discuté avec ces personnes, et de plus en plus de femmes vous disaient, non, au contraire, je ne veux pas que mon mari voie que j'ai de l'argent. Même si c'est de l'argent qu'il m'a donné pour le courant du quotidien, je vais épargner un petit chouïa et je vais le mettre de côté, parce qu'on ne sait jamais comment sera fait demain. Donc déjà, depuis 2009 à maintenant, on a beaucoup bancarisé. Je vais vous dire juste un chiffre pour que vous compreniez. L'année dernière, un compte sur 4 qui a été ouvert au Maroc était un compte ouvert à Wafa Cash. Donc, vous voyez un peu le poids de ce que nous faisons au Maroc. Alors, maintenant, dans le cadre du mobile, je peux vous assurer qu'on est allé les voir, qu'on a fait des enquêtes, qu'on est allé faire le terrain, qu'on est allé faire l'urbain, on a fait le semi-urbain, on est allé au rural pour dire aux personnes, est-ce que vous êtes prêtes, à avoir des comptes de paiement et surtout à payer avec votre téléphone. Cette enquête, elle a été faite rien que l'année dernière. Ils étaient en quasi-totalité, oui. Ils demandaient une chose qui est très importante et qui a été dite, c'est la sécurité. Assurez-nous que nous n'allons pas perdre notre argent. Et donc, la notion de tiers de confiance est très importante. Le Marocain et la Marocaine n'est pas prête à donner son argent à n'importe qui. Mais s'il a face à lui un tiers de confiance, ils sont prêts à le faire. Alors, dès qu'ils déposent leur argent et qu'on lui dit tu vas utiliser ton téléphone pour faire ton paiement, à partir de là, il vous dit oui, je vais tester. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Quand on avait lancé déjà la bancarisation en 2009, on faisait pas mal de sorties, on avait des agences mobiles et donc on circulait à travers le pays. Et il y avait des gens qui ouvraient des comptes avec quoi, 100 dirhams. En fait, ils donnaient 100 dirhams à l'agence mobile,
Et qu'est-ce qu'il faisait? Juste après, il cherchait l'agence la plus proche qui était immobile et il vérifiait que son argent était sur place, que son compte était bien ouvert. Et une fois que c'était fait, eh ben, il déposait son argent. Donc, voyez bien que la réalité, la notion de tiers de confiance est très importante pour ce métier. Pour le clin d'œil sur la confiance, au Nigeria, NTN a 400 000 village phones. 95% ce sont des femmes qui le pilotent. Et NTN le fait exprès parce que c'est de l'argent en cash qui est payé. Il a plus confiance en honnêteté dans les femmes que dans les hommes. Donc, une question, Marianne, ici. Non, c'est toi, oui, Marianne. Le micro est là. Et après, monsieur derrière, et après on l'arrêtera parce qu'il y a des gens qui ont faim. Et monsieur. Donc Marianne Brunat, Sofricom. Une question, quand on se projette à 10 ans, et je vous regarde tous en tant qu'expert, moi il y a Rambert en a un peu parlé, c'est les OTT, et également les Chinois, c'est-à-dire que dans 10 ans, on parle beaucoup de eSIM, on parle beaucoup d'over the top, les premières expériences en Chine montrent que l'interopérabilité en définitive, voilà. La souveraineté de données, dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Parce que ces données, malheureusement, les OTT, je pense qu'on a beau parler de souveraineté des données, je pense que les données, ils en ont déjà beaucoup. Comment vous voyez, quelle va être la place d'acteurs qui maîtrisent, alors citer un Huawei, qui maîtrise la chaîne de valeur depuis le terminal jusqu'aux équipements, jusqu'au réseau en Afrique. Est-ce que les acteurs dont vous avez parlé, établissements financiers, opérateurs, ça sera... ils ne sont pas très, très à risque tous. Très bonne question. Oula, trop bonne question, je ne vais pas répondre. Non, le risque est là, effectivement. Le risque est là aujourd'hui. Et c'est là où je pense, et on se bat tous pour que nos données restent dans nos pays. Mais aujourd'hui, au moins les données identitaires, les données de nos transactions, les données de nos mouvements. Aujourd'hui, au Maroc, on vient de passer la loi sur la protection de données personnelles, l'équivalent du RGPD, mais aujourd'hui, c'est un combat, mais aujourd'hui, on est en train de... Il ne faut pas, effectivement, qu'on se laisse cannibaliser nos données, mais effectivement, ce n'est pas du tout évident. Oui, c'est un vrai sujet, surtout quand on parle de la Chine, dans laquelle la protection des données des personnes est proche de zéro, c'est pour dire les choses un peu crûment. Et donc le sujet, il est à voir à deux niveaux. On parle beaucoup de protection des données dans les pays, ce que vous disiez, que les données restent dans le pays, et puis il y a au sein du pays, comment protéger le consommateur. C'est deux sujets différents, en tout cas complémentaires. Sur les données, effectivement, la protection nationale, là, en fait, tout ça, ces deux sujets sont clairement adressés par le régulateur. Il y a beaucoup en Afrique aujourd'hui, sur le mobile money, sur toute l'exploitation de la data derrière, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas encore, qui doivent être adressées. Et donc, si on rentre dans ces modèles dont on parlait tout à l'heure, de plateformes d'échange, c'est-à-dire qu'on va avoir des niveaux de connaissances sur les usages des uns et des autres qui sera beaucoup plus pointu, et que ces plateformes, leur modèle économique repose beaucoup sur l'exploitation de la data, eh bien il y a un vrai enjeu justement de répartition de la valeur et de la protection des données des consommateurs, qui sera sans doute résolu par le régulateur. Ce soir, au dîner de clôture, il y a 40 régulateurs, donc on va pouvoir l'aborder. Et c'est un vrai sujet. Hier, on en a beaucoup parlé, donc là, c'est pour Mohamedou. Voilà un vrai sujet pour les prochaines conférences. Monsieur, avant-dernière question. Oui, merci beaucoup. Vous travaillez sur un secteur très important, qui est devenu stratégique, puisque je me présente Cheikh Keïta, je suis président d'European Business Africa et Bridge of Innovation. Vous travaillez sur un secteur très stratégique, qui est très important aujourd'hui en Afrique, puisque les transferts ont dépassé l'aide publique au développement et ça avance. Et moi, je voulais vous demander aujourd'hui quelque chose, parce qu'on parle souvent de la responsabilité sociale des entreprises, mais je voulais évoquer la responsabilité de soutien et d'accompagnement des jeunes locaux. Vous êtes sur un secteur où il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans l'innovation, se créer en Afrique. Moi, j'ai moi-même quelques entreprises dans mon bridge, comme Songo, comme Wikacher et autres. Est-ce que vous pouvez ouvrir
vos sociétés pour des complémentarités et l'accompagnement des jeunes sur place pour qu'ils puissent accéder fortement tout à fait à leur marché et à évoluer. Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question est la suivante, puisqu'on va finir, c'est le temps. Bon, écoutez, vous répondez à celle-là parce qu'on est à la bourre. On me demande que c'est le temps. Oui, merci. Alors, je vais vous répondre très vite par un oui. D'abord, quand on se met à réfléchir, on se dit réfléchir seul, ça ne marche pas. Et donc, très vite, on s'est dit, on va aller chercher la compétence. Et très vite, on est allé chercher de la compétence locale. Et quand je dis locale, ça ne veut pas dire qu'elle était marocaine. Pour moi, elle était dans la région globale. Et donc, l'année dernière, par exemple, nous avons lancé un lab d'innovation. Et on a fait appel à un certain nombre de jeunes qui, aujourd'hui, nous accompagnent. Moi, je peux vous dire qu'on a 4 startups aujourd'hui qui sont en train de développer des produits et services pour nous. Ça, c'est uniquement au niveau de Wafakash. Et à côté de ça, moi, je vois mon club, on fait un certain nombre, mon groupe, on fait un certain nombre d'hackathons, on accompagne énormément les jeunes dans leur innovation. Et ce n'est pas uniquement pour leur dire, oui, vous allez gagner de l'argent, c'est réellement pour leur assurer des marchés. Parce que faire accompagner des jeunes, c'est très bien, mais leur offrir leur premier chiffre d'affaires, c'est encore mieux. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile parce qu'accompagner un jeune jusqu'à concrétiser une opération, parfois c'est difficile, mais on a pris ce challenge. Maintenant, à côté de ça, nous avons lancé notre solution de mobile payment. Sachez qu'elle a été faite par une start-up marocaine. On n'est pas allé, je suis désolée, on n'est pas allé chercher des entreprises internationales qui peut-être avaient des solutions qui correspondaient à nos besoins, mais on a fait confiance à des jeunes Marocains. Et aujourd'hui, on les a accompagnés et ils nous ont accompagnés pour avoir une solution qui répond parfaitement aux besoins du marché. Donc on est vraiment dans cette logique d'accompagnement. Aujourd'hui, en tant que Wafakash, on est présent pas uniquement au Maroc, puisqu'on a une présence en zone UMOA et en zone CEMAC. Et on est dans la même logique d'accompagner les locaux, même quand on crée des structures, pour que vous compreniez. On a un directeur général qui peut être local ou marocain, mais tout le reste des équipes sont locales. On ne ramène personne du Maroc ou d'ailleurs pour pouvoir faire travailler des jeunes et leur permettre d'évoluer. Et franchement, on est très fiers d'avoir ces jeunes-là autour de nous parce que c'est ça notre avenir, hein, c'est pas autre chose. Ils comprennent beaucoup plus simplement et plus rapidement le besoin et donc on avance beaucoup plus vite. Merci. Dernière question rapide, réponse rapide, monsieur là. Oui, au fond. Derrière, non, monsieur. Et monsieur tout à l'heure. Ah bah, sauf s'il veut plus. Hein. C'était vous, mais si vous ne voulez plus... Dernière question, dernière réponse. J'ai une question pour Madame Hamlichi. Je suis, et puis Monsieur de Gemadec également. Je suis allé il y a 2 ans au Maroc parce que je cherchais une solution de paiement pour la plateforme de mise en relation professionnelle que nous avons créée. Nous avons choisi un système de paiement américain et quand je suis allé voir les gens au Maroc, ils m'ont dit mais bon, on peut tout à fait vous aider, mais vous devez créer une entreprise, vous devez être créé juridiquement au Maroc. Et puis je suis allé en Tunisie, même chose, etc., etc. Vous voyez, donc nous on est une plateforme, on a une ambition de connecter les entreprises entre l'Europe et l'Afrique. On ne va pas créer là comme ça à chaque fois qu'on veut adresser un marché une entité juridique. Donc on a vous voyez, cette question que nous nous posons. Comment on fait, quelle solution finalement on met en place, vous voyez, pour permettre à une entreprise marocaine qui veut se payer notre service, eh bien, de payer comme elle l'entend, avec en cash ou en carte bleue ou autre. Merci beaucoup. Alors, je vais vous répondre, mais je pense qu'il faudrait qu'un juriste vous réponde. En fait, c'est du réglementaire. Aujourd'hui, une entreprise, pour qu'elle puisse encaisser du dirham, elle doit avoir une présence juridique au Maroc, comme en Tunisie ou dans d'autres pays. Donc, si vous voulez encaisser du dirham, il vous faut une présence physique, je dirais juridique, au Maroc.
maintenant passer par des plateformes et autres et assurer des opérations particulières. Moi, je pense que peut-être vous n'êtes pas allé voir les bonnes personnes, mais peut-être que je me trompe, parce que tout simplement, si vous allez voir une entreprise et qu'on se dise il y a une réglementation d'échange, il faut aller voir l'office d'échange, avoir une autorisation, et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'avoir cette présence physique, puisque l'entreprise qui va collecter les fonds pour vous va vous les renvoyer grâce à cette autorisation de l'office d'échange. Donc en fait, là, il faut revenir et discuter avec les bonnes personnes, je pense, mais il y aura sûrement des solutions. Tout ami, mais je pense qu'il y a effectivement une question liée au change. Je pense effectivement, nous travaillons aujourd'hui sur une vingtaine de pays en Afrique. Nous avons, à un moment donné, il y a une dizaine d'années, décidé d'ouvrir une entité légale, une filiale à 100% au Sénégal, pour gérer nos opérations en Afrique de l'Ouest, pour des questions fiscales, des questions de proximité, ainsi de suite. Aujourd'hui, par rapport à votre cas, nos solutions sont allées, on va dire, à 60% de notre propre valeur création de GEMADEC. Le reste, c'est des solutions qu'on importe, qu'on intègre pour faire des solutions globales et on les commercialise, on se fait payer et on paye nos fournisseurs. Et cela depuis 40 ans. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut juste voir votre modèle. Effectivement, vous ne pouvez pas créer une entité dans tous les pays où vous opérez, mais au moins, vous pouvez vous appuyer sur des partenaires avec les contrats qu'il faut et tout ça, qui vont opérer pour vous. Mais de toute façon, il faut arriver à trouver le canal pour la road to market pour arriver au client final. Je pense que la solution est là, mais effectivement, en fonction des pays, on va trouver les solutions qui vont vous permettre d'atteindre votre client final et au final de faire vos affaires. Je pense qu'on peut applaudir notre panel et les remercier de la précision de leurs réponses. Merci.